Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors aujourd'hui, le but de ma vidéo sera de vous présenter le ratio PEG ou PEG, un ratio qui devrait vous permettre de sélectionner des titres intéressants. Je vais aussi vous parler des limites du PER. Et c'est vrai qu'à travers mes vidéos, lorsque je vous parle d'analyse fondamentale, vous avez dû voir, remarquer, j'utilise très souvent le PER, mais il faut bien avoir à l'esprit que j'utilise d'autres ratios, comme le valeur d'entreprise sur résultat opérationnel, valeur d'entreprise sur EBITDA, le PEG, l'ANR, le ROIC, etc., etc. Mais c'est vrai que le premier ratio que je regarde, le ratio financier, donc c'est le PER, car il est facile à calculer, en l'espace de quelques secondes. Je peux avoir une première idée sur la valorisation d'un titre que je vais regarder. Ce PER permet aussi de faire des comparaisons entre les valeurs d'un même secteur, mais bien évidemment, après, il est impératif d'approfondir, car on ne peut pas acheter un titre en se basant uniquement sur un faible PER. Ça, c'est vraiment très important. Donc le PER, c'est utile, mais c'est loin d'être parfait. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous démontrer. Je vais ensuite vous présenter le ratio PEG, donc qui va vous aider à sélectionner des valeurs de croissance, des valeurs qui peuvent apparaître chèrement valorisées au premier abord, mais qui finalement sont plutôt bon marché. Et je finirai par un exemple intéressant. Je vais en effet vous présenter une société qui possède, on va dire facialement, un gros PER 2023, mais qui est finalement assez bon marché. Une valeur que j'ai détectée justement via son faible PEG. Et c'est un titre d'ailleurs que j'ai en portefeuille. Et donc, je vais commencer par vous parler des limites du PER. Bref rappel sur le PER. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, c'est le ratio le plus simple, le ratio financier le plus simple et le plus facile à calculer, mais il est imparfait. Donc, c'est d'ailleurs en partie l'objet de cette vidéo. On peut calculer ce PER lorsque la société a publié ses résultats annuels. Alors, c'est un PER qui est déjà passé, puisque évidemment, toutes les sociétés viennent de publier leurs résultats annuels 2022. Donc là, on peut calculer le PER 2022. Après, pour calculer le PER 2023, on pourra par exemple on pourra faire ces estimations à partir des résultats semestriels qu'on pourra extrapoler sur l'année. Donc, je rappelle de la formule du PER, une formule très élaborée, capitalisation boursière divisée par le résultat net annuel. Et si on prend un exemple très simple, donc on prend Katana par exemple. Katana, donc, qui a une capitalisation boursière, une valorisation boursière, c'est la même chose, de 224 millions. La société a dégagé un RN part du groupe de 15,9 millions. Et à partir de ces deux données, on peut calculer le PER 2022, donc un PER passé qui atteint 14,1. Et effectivement, le marché lui aime bien se projeter. Et ce qui sera vraiment intéressant pour de nombreuses valeurs, pour toutes les valeurs, c'est d'essayer déjà de faire des projections, de faire des estimations pour le prochain exercice, de faire des estimations pour les PER 2023. Alors généralement, on dira que plus le PER est faible, plus le titre est faiblement valorisé. Une société qui a un PER de 6, le titre apparaît très faiblement valorisé. Entre 10 et 12, le titre apparaîtra modérément valorisé. Et au-dessus des 18, le titre apparaîtra fortement valorisé. Mais il sera impératif de recouper le PER avec la santé financière de la société, avec la croissance de son chiffre d'affaires et surtout avec la croissance de son bénéfice net. J'y reviens. On notera aussi que les PER sont généralement beaucoup plus élevés dans le secteur technologie, éditeur de logiciels, dans le secteur des jeux vidéo, et ces PER apparaissent beaucoup plus faibles dans le secteur de l'industrie, de l'auto, équipementier auto, dans les cycliques et dans le secteur bancaire. Alors pourquoi le PER n'est pas un indicateur parfait ? En effet, il n'est pas parfait car il ne prend pas en compte la santé financière de l'entreprise. Il y a des sociétés qui présentent des PER très bas alors que leur santé financière est vraiment plus que délicate avec, par exemple, certaines sociétés sont très endettées. On peut prendre l'exemple de Solocal par exemple. Solocal qui à une époque présentait un PER autour des 3 ou 4, mais il était quand même dangereux d'acheter le titre. Pourquoi ? Parce que la dette était vraiment très élevée. Regardez qu'on avait une trésorerie de 80 millions et regardez la dette atteignait 300 millions et là même auparavant la dette atteignait les 500 millions sans compter la santé financière avec des capitaux propres
négatif. Donc Solocal, certes, présentait un PER très bas, mais la santé financière nous indiquait qu'il était très risqué d'acheter le titre. Et d'ailleurs, le titre Solocal n'en finit plus de chuter. Alors c'est vrai qu'il y a aussi il y a aussi d'autres problèmes chez Solocal, avec un chiffre d'affaires qui n'arrête pas de diminuer, avec un carnet de commandes qui ne cesse de diminuer aussi depuis de nombreuses années, une rentabilité aussi qui est très très fragile, avec et aussi un coût de la dette qui s'en ressent fortement sur le résultat net. Donc Solocal, PER très faible, une dette très conséquente, trop conséquente. Donc sur acheter un titre comme Solocal en se basant uniquement sur le PER apparaissait vraiment très risqué. Donc là, tout ça pour vous dire qu'un PER faible, eh bien derrière, il faut quand même aller voir la santé financière de l'entreprise. Et quand la santé financière de l'entreprise n'est pas bonne, quand on a une forte dette, eh bien là, le PER seul ne suffit pas à acheter un titre. Autre raison pour laquelle le PER, le calcul du PER, le PER n'est pas parfait, eh bien parfois il faut faire attention lorsqu'on calcule le PER, car des fois on peut se baser sur un RN qui a été gonflé par une session ou qui a été gonflé par un artifice comptable, et là du coup le PER perd un peu son sens. Un exemple avec Actia justement qui a fait une session l'année dernière pour justement se désendetter. Alors en plus Actia, même si elle a un PER, on va dire, même si elle pourrait avoir un PER intéressant, la société est aussi assez endettée. Et justement pour se désendetter, la société a fait une session. Cette session s'est traduite par un résultat net part de groupe de 19,9 millions d'euros. Donc là, on peut se dire, ah bah tiens, la société, l'année dernière, elle faisait des pertes de 6,4 millions. Là, on est sur un bénéfice net de 20 millions. Bah, on peut se dire, bah tiens, la société est vraiment en train de se redresser. Mais attention, car regardez, là, on peut déjà voir que le résultat opérationnel est de 9,8 et le résultat net de 19,9. Donc là, il y a déjà un problème, puisque là, le résultat opérationnel, c'est avant impôt. Le résultat net, c'est après avoir payé ses impôts. Donc quand vous voyez un résultat opérationnel supérieur au résultat net, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a eu, un exceptionnel qui est venu gonfler le résultat net. Et effectivement, la société a fait une cession et il y a un artifice comptable qui vient gonfler, puisque là, l'artifice comptable, c'est les résultats des activités abandonnées qui permet de gonfler le résultat net part de groupe de 18,8 millions. Donc là, calculer un PER en se basant sur ce RN, eh bien, c'est pas bon du tout. Il faudrait plutôt s'appuyer sur un RN, on va dire, sans tenir compte de cette session. Et là, on serait plutôt sur un RN qui pourrait avoisiner les 1 ou 2 millions d'euros. Et là, ça change tout au niveau du calcul du PER, puisque là, on passe d'un RN de part du groupe de 20 millions qui tient compte d'une session avec un RN part du groupe de 2 millions. Et là, ça change tout au niveau du PER, puisque là, le PER sera 10 fois plus élevé que là si on le calculait en se basant sur le RN de 20 millions. Donc attention, lorsque vous calculez le RN, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas eu un exceptionnel qui est venu, on va dire, gonfler le RN. Là, c'est le cas d'ailleurs, donc c'est le cas pour le titre Actia Group en 2022. Alors, autre argument qui permet d'affirmer que le PER n'est pas un ratio parfait, c'est que le PER ne prend pas en compte le dynamisme d'une société, notamment au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires et surtout au niveau de la croissance de son bénéfice par action. D'ailleurs, est-ce que selon vous, deux sociétés d'un même secteur doivent avoir le même PER, alors que d'un côté, on a une société qui va faire progresser son bénéfice de 5% par an et une autre société qui va faire progresser son bénéfice de 20% par an? Non, le marché doit mieux valoriser la société, c'est-à-dire la société la plus dynamique, c'est-à-dire celle qui va faire progresser son chiffre d'affaires et surtout son bénéfice le plus rapidement. Donc cela doit se traduire par un PER plus élevé pour la société la plus dynamique. Et justement, Peter Lynch répond à cette attente, puisque le Peter Lynch, donc c'est un des plus grands investisseurs du XXe siècle, a inventé le PEG, un PEG qui est un ratio très simple à calculer, qui prend en compte justement le PER et le taux de croissance de la société. Donc j'y reviens sur ce PEG, et donc vous l'aurez compris, on ne doit pas acheter un titre sur le seul critère d'un PER faible. Alors calculer un PER, c'est très bien, mais à côté de ça, vous n'avez pas fini vos devoirs, il faut regarder la santé, la situation financière de la société, regarder la croissance de son chiffre d'affaires et vérifier aussi que le RN n'a pas été gonflé par des éléments exceptionnels. Et on en vient au PEG.
Donc le PEG, hein, ou Price Earning to Go, ça a été inventé, il a été popularisé par l'investisseur américain Peter Lynch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Peter Lynch, bah, c'est un des plus grands investisseurs de tous les temps. Entre 77 et 90, il a réalisé avec son fonds Magellan un rendement annuel de 29,2%, ce qui est énorme, sachant qu'il est parti de 18 millions de dollars et qu'à la fin de son mandat, il gérait jusqu'à 14 milliards. Alors attention, hein, j'ai calculé qu'en partant de 18 millions et en réalisant une perf moyenne annuelle de 29,29%, il faisait x27. Donc derrière, il y a aussi pas mal d'investisseurs, hein, qui ont souscrit à son fonds. Et ce qui rend la performance d'autant plus exceptionnelle, puisque gérer 10 000 euros et gérer 10 millions ou gérer 10 milliards, bah, c'est pas du tout la même chose pour réaliser une telle performance, hein. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a pu faire. Donc les critères de sélection de Peter Lynch étaient simples, hein, puisque Peter Lynch recherchait des sociétés ayant des métiers faciles à comprendre, des sociétés qui réalisent des taux de croissance de leur chiffre d'affaires au-dessus de la moyenne. Et c'est vrai que des sociétés avec des taux de croissance de quelques pourcents, ça n'intéressait pas. Lui, il recherchait des valeurs de croissance et donc à un prix raisonnable, ayant des valorisations attrayantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appuyait sur le PEG qu'on va calculer en prenant le PER et en le divisant par le taux de croissance annuel du bénéfice par action. Donc ce PEG va être très utile pour trouver des valeurs à forte croissance à un prix raisonnable, hein. C'est ce qu'on appelle les valeurs GARP, hein, les Growth at Reasonable Price, qui peuvent avoir au premier abord un PER élevé, mais au vu de leur croissance forte, eh bien ces sociétés finalement apparaîtront peu valorisées. Alors si le PEG est inférieur à 1, on va considérer que l'action est sous-évaluée. Si le PEG est supérieur à 1, on va considérer que le titre est surévalué. Et vous l'aurez compris, plus le PEG est bas, plus le titre est considéré comme bon marché par rapport au taux de croissance de son bénéfice. Donc, et cet indicateur, le PEG, va nous permettre de sélectionner des titres à un prix raisonnable avec un bénéfice par action en croissance. Et donc, si on met en application ce que je viens de vous dire, hein, si on prend deux sociétés cotées A et B, donc le titre A a un PER de 12 et présente une croissance annuelle moyenne de son bénéfice par action de 5%. Si on calcule le PEG, donc on va faire 12 divisé par 5, on arrive sur un PEG de 2,4. Et là, si on reprend les critères de Lynch, eh bien, on va considérer que lui, il va considérer que le titre est surévalué. Alors, ça me paraît un peu sévère, hein, PER de 12, on va dire plutôt c'est une valorisation modérée, mais c'est vrai que la croissance du bénéfice, elle est un peu faiblarde, 5%. Et si on prend le titre B avec le même PER de 12, mais présentant une croissance annuelle moyenne de son bénéfice par action de 20%. Et là, donc, si on divise 12 par 20, on arrive à un PEG de 6. Et là, si on prend le critère de Lynch, on est sur un PEG inférieur à 1 et l'action est donc sous-évaluée. Donc le PEG est un indicateur très intéressant pour sélectionner des titres à un prix raisonnable présentant une croissance de son bénéfice et du chiffre d'affaires aussi intéressante. Je vais vous présenter un exemple d'une société justement qui comme ça peut apparaître très très cher et finalement quand on va regarder les taux de croissance et surtout les objectifs visés par cette société, eh bien finalement cette société apparaîtra plutôt intéressante. Alors Groupe Ogwind, on peut l'étiqueter valeur de la transition énergétique. Elle a mis au point des trackers solaires qui vont s'orienter en fonction des mouvements du soleil, donc ça permet d'optimiser, d'avoir un rendement maximal par rapport aux rayons du soleil. Ici, donc c'est vraiment, c'est intelligent. Si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires au cours des dernières années, vraiment c'est un parcours très impressionnant puisque la société a réalisé un chiffre d'affaires de moins de 1 million en 2015. Là, il est multiplié par 4 entre 2015 et 2016. Après croissance, on passe à une croissance de plus de autour des 40%. Après de 10 millions, on passe à 15 millions, une croissance de plus de 50%, là de 30%, là de 20%, et là on arrive à une croissance de 66%. Et l'année 2023, la société devrait réaliser une croissance de plus de 100%. Donc regardez, en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions. En 2022, le chiffre d'affaires passe à près de 42 millions. Donc ce qu'on nous expliquait ici, c'est qu'on est sur un taux de croissance de 66%, ce qui est excellent. Et puis surtout, ce qui est d'autant plus excellent, c'est que la société est rentable. On a une marge d'EBITDA de 10,2%, une position de trésorerie de 21,8 millions, sachant que la CAPI est de 206 millions. On va quand même regarder la position de trésorerie.
Alors à prendre avec des pincettes, puisque regardez, on nous parle d'une position de trésorerie de 21,8 millions. Mais il y a quand même des dettes, une petite dette de 18 millions, ce qui est quand même largement supportable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a une valeur de forte croissance et une société donc qui est bénéficiaire, puisque regardez, le résultat d'exploitation sur l'année 2022 est de 3 millions et que le résultat net atteint 2,2 millions, ce qui est plutôt bon. Alors 2,2 millions, lorsqu'on regarde le PER 2022, alors là, on tombe sur des PER complètement hallucinants, puisqu'on est sur un... Je prends la CAPI, je divise par le RN, on est sur un PER de 93. Donc 93, tout de suite, on se dit, non mais laisse tomber, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, mais par contre, lorsqu'on regarde les perspectives de la société, eh bien la société, regardez, pour l'année 2023, elle vise un chiffre d'affaires. Alors elle visait un chiffre d'affaires de 80 millions et maintenant l'objectif est passé à 85 millions. Donc 85 millions, donc ça veut dire que la société va doubler, va afficher une croissance de plus de 100% en 2022, donc ce qui est plutôt exceptionnel. Et donc on peut estimer que sur l'année 2022, on peut considérer que, la rentabilité va suivre, même qu'elle pourrait même être plus forte avec une marge d'EBITDA qui pourrait augmenter vu que le chiffre d'affaires augmente très fortement. Et on peut estimer comme ça à la louche que le RN pourrait atteindre 4,5 millions sur l'année 2023. Alors si on calcule le PER 2023, donc on part sur une CAPI de 206 millions et on divise par 4,5, alors c'est une première estimation du RN, je pense que ça sera affiné d'ici quelques mois. Donc on arrive sur un PER de 46, alors 46, on peut dire qu'à première vue ce n'est pas donné, mais après tout, on est sur le secteur des énergies renouvelables, du secteur de la transition énergétique, un secteur d'actualité, d'avenir, où il y a beaucoup de valeurs qui vont présenter de fortes valorisations, ou alors des sociétés qui vont réaliser des chiffres d'affaires faibles ou qui vont perdre de l'argent. Là, on se dit avec Groupe Hawkwind, ce n'est pas le cas puisque la société s'apprête à réaliser un chiffre d'affaires de 85 millions en 2023. Ce chiffre d'affaires devrait dépasser largement les 100 millions en 2024. C'est une société en forte croissance, en plein développement. Bon, on peut considérer que ce genre de société devrait intéresser les investisseurs. Donc on peut se dire, bon, PER de 46, pourquoi pas? Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est lorsqu'on calcule le fameux PEG, en considérant que la société va voir son bénéfice donc passer à 4,4 millions. Donc ça veut dire que son bénéfice va grimper de 100%. Donc lorsqu'on regarde le PEG, donc on disait PER de 46 divisé par 100, donc 100 c'est le taux de croissance du bénéfice, et là on arrive sur un PEG de 0,46, et lorsqu'on regarde les ratios de Lynch, eh bien on peut considérer que la société est sous-évaluée, puisque c'est ici, si le PEG est inférieur à 1, l'action est sous-évaluée. Donc Groupe Hawkwind à première vue, donc on a un PER élevé, mais la croissance du bénéfice est tellement importante que le PEG même est inférieur à 0,5. Et c'est sur ce critère que je suis passé à l'achat. Alors c'est vrai que le titre là, il a un peu grimpé puisque lorsqu'il a franchi les 20 euros. Mais c'est sur ce critère, puisque moi quand j'avais regardé, on était plutôt sur un PER autour des 34. Le titre se traînait sous les 19 euros. Et c'est sur ce critère de PEG que j'ai pu détecter cette société, donc qui apparaissait avec un PER élevé, mais vu que le taux de croissance était très important, eh bien le PEG a été vraiment très intéressant. Donc ici dans vos PowerPoint, là c'est un peu le récapitulatif de ce que je vous expliquais sur Groupe Hawkwind. Donc la société vise un chiffre d'affaires de 85 millions. Selon mes estimations, alors bien sûr ça peut être affiné en cours d'année puisque la société a déjà relevé ses perspectives. Elle a déjà relevé donc son chiffre d'affaires annuel de 80 à 85 millions pour 2023. Donc le RN pourrait avoisiner entre les 4,2 et 5 millions. On a un PER de 40, mais lorsqu'on regarde le taux de croissance, là tout à l'heure on était à 0,44, alors on est par exemple à 0,5. En tous les cas, ce qu'on peut en déduire par rapport à ce calcul de PEG, on peut en déduire que Groupe Hawkwind, effectivement, elle présente un PER très élevé, mais au vu de la forte croissance de son activité, eh bien le titre apparaît, on va dire, plutôt bon marché. Donc l'année commence plutôt bien pour Groupe Hawkwind, puisque regardez, les prises de commandes sont en forte hausse, en forte augmentation, plus 163%. Et le chiffre d'affaires sur le premier trimestre est en croissance de 289%. Alors au vu justement de la croissance de ce chiffre d'affaires attendu sur l'année, on est sur une croissance de 105%.
ça veut dire que tout simplement quand même que la croissance va être beaucoup moins forte sur les prochains trimestres. Mais en tous les cas, le début d'année est vraiment exceptionnel pour Groupe Hawkwind. Donc lorsqu'on regarde le graphique du titre Groupe Hawkwind, eh bien on voit déjà que le parcours a été énorme en 2023, puisque regardez, au début d'année, le cours se traînait sur les 13 euros. Il a fait un plus haut à 26,8 euros, donc quasiment une hausse de près de 95% au cours de 24,9%, donc belle perf en 2023. Lorsque la société donc a publié ses résultats annuels, c'était le 17 avril, le lendemain, la publication, on va dire, est vendue par les investisseurs. Donc la publication des résultats annuels et la publication du T1, on avait un T1 très forte croissance. Donc tout ça, c'est vendu par les investisseurs, donc le 18 avril. Et quelques jours plus tard, il y a une opération de cession qui est annoncée par les actionnaires historiques qui sortent du capital pour accroître, on va dire, le flottant du titre. Donc le flottant passe de 27 à 33%. Donc le prix retenu de cette session avoisine les 18,2 euros. J'en avais parlé à mes abonnés, j'avais fait le calcul ici, 18,2 euros. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a ce genre d'opération? Eh bien les cours viennent s'aligner généralement autour des 18,2 euros, ce qui n'a pas été le cas ici. Donc le titre consolide. Et donc moi j'avais pas de titre, j'avais repéré donc que le PEG était vraiment très intéressant. Je n'avais pas de titre, mais par contre moi j'ai acheté des titres sur la cassure ici. J'ai acheté des titres sur la cassure ici, donc en plus la rentrée. Lorsque je suis rentré sur le titre, j'ai averti mes abonnés premium. Je suis rentré sur la cassure des 20 euros et après j'ai tradé le titre tout au long de la montée. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours. Il y a pas mal de mètres, donc c'est un titre en plus qui est assez sympa à trader. Il y a pas mal de volatilité. Et j'ai toujours des titres. J'ai toujours des titres puisque je pense que le titre encore recèle, selon moi, du potentiel. Donc on a un PER très élevé, mais vu les taux de croissance, vu les perspectives affichées par la société, eh bien moi je trouve le titre très intéressant, surtout qu'en plus il est positionné sur le secteur de la transition énergétique qui devrait être porteur pour les prochaines années. Et la société donc l'a très bien compris, puisque là, regardez, elle a renforcé sa participation dans la société Pure Control. Pure Control, c'est une société qui est spécialisée dans les solutions de pilotage pour la gestion de l'eau. Donc c'est la gestion de l'eau, ça devient maintenant quelque chose de problématique en ces temps de sécheresse. Si je reviens sur le graphique, eh bien on voit quand même que depuis on va dire 2 semaines, ça commence un petit peu à patiner pour le titre. Donc attention à ne pas casser cette oblique haussière par le bas. Si cette oblique était cassée par le bas, le titre pourrait revenir ici sur une zone de support là qui est définie ici, une zone de support sur les 22,5. Donc moi j'ai des titres, j'attends de voir comment le titre va évoluer. Alors après si on fait un nouveau plus haut, je pourrais trader le nouveau plus haut. Et par contre si on revient ici sur les 22,5, eh bien je pourrais renforcer ma pause. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai abordé plusieurs choses. J'ai abordé les limites du PER, j'ai abordé aussi le PEG. Je vous ai présenté le PEG, donc ce fameux ratio popularisé par Peter Lynch. Et je vous ai présenté aussi une société qui de prime abord présentait un PER très élevé, puisqu'on est sur un PER supérieur à 40. Mais au vu du taux de croissance, eh bien cette société, moi, apparaît vraiment très intéressante. Elle est positionnée d'ailleurs sur un secteur très porteur en ce moment, le secteur de la transition énergétique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Je rappelle quand même que ce n'est pas un conseil d'achat. Voilà, le but de mes vidéos, c'est de vous présenter mes approches du marché, mais en aucun cas de vous faire de recommandations d'achat ou de vente sur un titre. À bientôt.